Alors notre invité qui vient peu en France, qui se partage entre la France, les États-Unis et l'Afrique, Dakar. Vous êtes, et je pense qu'on peut utiliser cette expression, un des intellectuels les plus réputés, influents dans le monde. Notre invité ce soir, c'est M. Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne, vous êtes philosophe et professeur dans la prestigieuse Université américaine de Columbia. Vous venez aujourd'hui à Saint-Raphaël conduire une conférence sur l'avenir de l'Afrique dans le cadre des conférences de 18h59. Alors on a souvent une image déformée, voire simpliste de l'Afrique. Comment s'affranchir de la vision d'une Afrique misérabiliste et dépendante? Alors la première chose, évidemment, c'est de comprendre et d'écouter ce que l'Afrique dit d'elle-même. C'est vrai que cette image simpliste et simplifiée de l'Afrique existe. D'abord, on parle de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un pays, alors que c'est 55 États, ce sont des régions différentes, des cultures multiples, des langues multiples, d'une part. Deuxièmement, effectivement, on a un peu la vision de l'Afrique comme un continent à la dérive, avec lequel la seule relation serait une relation humanitaire. Au fond, l'Afrique serait le continent à aider. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas, que l'Afrique est un continent avec lequel il faut construire des partenariats, avec lequel des partenariats sont en train d'être construits, et d'ailleurs, en général, avec un développement de partenaires qui ne sont pas des partenaires traditionnels de l'Afrique. La situation, la configuration actuelle de l'Afrique, c'est que des pays qui avaient des relations traditionnelles avec le continent sont un petit peu à la traîne lorsqu'il s'agit précisément de construire un partenariat avec l'Afrique. Donc il faut informer et s'éduquer pour comprendre l'Afrique nouvelle. Alors vous parliez de partenariat avec différents pays. En 10 ans, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Est-ce que cela représente pour le continent africain l'opportunité de s'émanciper du néocolonialisme économique? La présence de la Chine représente pour l'Afrique l'opportunité de se diversifier ces partenariats. C'est comme ça que je verrai les choses. Il ne s'agit pas de refaire, de prendre une quelconque revanche sur le néocolonialisme ou le colonialisme. Il s'agit simplement parce que il faut toujours se rappeler que la Chine est probablement un des tout premiers pays, si on prend la chronologie, à avoir compris le changement qui s'effectue en Afrique, à avoir converti son regard sur l'Afrique, à avoir compris non seulement que l'Afrique était un continent de ressources importantes, ça on le savait, mais également que durant ces années d'indépendance, ces 50 ans d'indépendance en gros, l'Afrique les classes moyennes se sont développées. L'Afrique, c'est également du pouvoir d'achat. C'est un continent de clients potentiels, c'est un marché potentiel. Et la Chine a compris cela probablement plus vite et mieux que tout le monde. Et donc, c'est vrai que c'est une occasion de diversifier la coopération, le partenariat avec d'autres régions du monde que les régions traditionnelles. Et d'autre part, la Chine présente l'intérêt pour l'Afrique d'investir dans les infrastructures. Ça, c'est important parce que les infrastructures, ce n'est pas en général rentable très facilement. Or, c'est un domaine dans lequel la Chine est prête à investir et ça a changé beaucoup le visage actuel de l'Afrique. Alors, s'il y a un nouveau développement en Afrique, c'est vraiment le téléphone mobile qui est aujourd'hui l'outil de développement le plus inattendu, le plus décisif sur le continent africain. Alors, quel regard portez-vous sur ces nouveaux usages? Alors, le téléphone portable, les usages africains du téléphone portable sont tout à fait symboliques. Parce que d'une part, c'est une manière de régler une question qui était la question des infrastructures. La téléphonie traditionnelle demandait la mise en place d'infrastructures. Le téléphone portable permet de court-circuiter la question des infrastructures et c'est un raccourci de ce point de vue-là. Alors, le téléphone mobile représente un raccourci technologique dans les deux sens. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'investir dans les infrastructures de la téléphonie traditionnelle. Et deuxièmement, les jeunes Africains se sont appropriés cette technologie pour régler des problèmes qui étaient les leurs. Et ils se sont avérés tout à fait inventifs et originaux dans la manière dont ils se sont appropriés la téléphonie mobile, en faisant un outil de paiement. Aujourd'hui, ça se développe, mais il faut comprendre que c'est né d'abord en Afrique.
Et là, c'est un signe, c'est un symbole très fort. Ça signifie que l'idée que l'on a de l'Afrique également comme d'un continent qui technologiquement se retrouverait presque au Moyen-Âge, ça aussi c'est une idée qu'il faut remettre en question et qu'il faut rectifier. On disait qu'il n'y a pas de raccourci technologique en la matière, on se rend compte que cela existe bel et bien et que les jeunes Africains n'ont pas de raison de ne pas penser qu'ils partaient à égalité avec tout le monde dès lors que le monde aujourd'hui est un monde de la connaissance et un monde des technologies de l'information et de la communication. Alors, cette idée selon laquelle l'Afrique souffre du départ de sa population la plus qualifiée, assombrit-il le regard des Africains sur les perspectives d'avenir de leur continent? C'est vrai qu'on parle beaucoup du brain drain, de l'exode des cerveaux pour parler en bon français. Et effectivement, cela peut sembler être un vrai problème. Il faut quand même prendre les choses avec du recul et faire les éléments de comparaison. Cela s'est passé un peu pour tout le monde. Vous avez une diaspora intellectuelle chinoise qui s'est installée aux États-Unis pendant très longtemps, une diaspora intellectuelle indienne qui s'est installée aux États-Unis pendant très longtemps dans les universités américaines. Aujourd'hui, vous avez une importante présence africaine dans les universités américaines, non seulement d'anglophones, mais également de francophones. Ça, c'est le phénomène nouveau. C'est-à-dire que vous n'avez plus des voies préétablies, si vous voulez, qui voulaient que les francophones aillent vers les pays, vers la France ou les pays francophones. Ce n'est plus le cas. La mondialisation, de ce point de vue-là, de la mobilité intellectuelle est réelle. Si on prend ces exemples-là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un mouvement inverse de retour. Par conséquent, il est probable que cet exode des cerveaux africains se passera encore pendant une génération, mais que le retour se fera. En attendant, il est important aussi de noter que cette présence africaine dans les lieux de production du savoir au nord, principalement aux États-Unis aujourd'hui, peut parfaitement profiter à l'Afrique dès lors que l'Afrique aura trouvé les moyens d'utiliser sa diaspora et sa présence dans des centres de production de savoir précisément. Et c'est à cela que beaucoup d'intellectuels africains, dont moi-même, travaillent. Alors, on voit de très belles réussites qui sont en train d'émerger en Afrique, notamment féminines. Alors, les femmes seraient-elles en train de jouer un rôle majeur dans le développement de l'Afrique? Les femmes ont très souvent et pendant longtemps joué un rôle très très important dans le développement de l'Afrique. Je suis quelqu'un qui a grandi, j'ai grandi en Casamance, dans le sud du Sénégal, et j'ai pris l'habitude de voir les femmes Cabrousses, par exemple, être dans les plantations de riz. C'était elles qui produisaient le riz. Donc les femmes productrices en Afrique, c'est une histoire ancienne. Ce qui est le phénomène nouveau, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on a à scolariser les filles, on scolarise plus facilement les garçons. Malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir à maintenir les filles à l'école, parce que souvent il arrive, malheureusement encore aujourd'hui, que les parents les sortent pour les marier ou qu'elles abandonnent pour des raisons diverses et variées. Malgré tout cela, on assiste à ce qui est un phénomène mondial d'ailleurs, une plus grande proportion de filles dans l'enseignement supérieur que de garçons. Et ce phénomène, qui est un phénomène mondial, intéresse également l'Afrique. Aujourd'hui, les femmes sont probablement, proportionnellement, en train d'être mieux formées que les garçons. Donc, l'entrepreneuriat féminin n'est plus seulement l'entrepreneuriat traditionnel dans les champs, etc., mais également dans des secteurs de pointe, dans des entreprises tout à fait modernes. Et on verra de plus en plus de femmes diriger les start-up de demain. Et ceci est une excellente chose. Il était temps que la moitié du ciel, comme disait le président Mao Tse-tung, prenne toutes ses responsabilités en main. Merci infiniment pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.